Allez, comme chaque semaine, c'est Valeurs ajoutées sur Boursorama, l'émission qui parle des marchés des placements à 360. Aujourd'hui, on se demande si les placements durables sont vraiment performants. Bonjour Laure. Bonjour David. Alors déjà, pour celles et ceux qui se disent « mais qu'est-ce qu'ils racontent ces deux-là avec leur placement ESG ?» Comment est-ce qu'on explique ça simplement en quelques mots? Donc l'ESG, c'est E pour environnement, S social, G pour gouvernance. Et donc c'est la prise en compte de facteurs extra-financiers, donc concrètement la prise en compte de la performance carbone pour des entreprises industrielles, la prise en compte de la qualité du management humain, ou encore sur le volet gouvernance, la qualité de l'équipe de management ou de l'équilibre des pouvoirs. Et donc c'est de formaliser la vue qu'on a d'une entreprise et d'intégrer dans l'analyse fondamentale cette vision, cette performance sur des critères de développement durable. Donc on regarde aussi quand même les critères financiers, c'est important qu'une boîte soit rentable et qu'elle ait des marges, mais il faut aussi qu'elle s'occupe de ses salariés, qu'elle émette moins de carbone, qu'il y ait des contre-pouvoirs, donc c'est ça, c'est mélanger finalement le meilleur des deux mondes, à la fois ce qui est financier, bien géré, des bons résultats, mais pas seulement. Tout à fait, c'est d'intégrer les deux. Et ce qui est très important, c'est que comme on a moins de recul en fait sur l'appréciation des critères ESG, c'est de bien formaliser l'approche pour progresser et pour permettre aux gérants en fait d'affiner leur évaluation d'une entreprise par rapport à une autre, alors que c'est plus simple de le faire sur des critères financiers puisque ça fait déjà des centaines d'années qu'on travaille sur le chiffre d'affaires ou sur les EBITDA. C'est-à-dire qu'un gérant donc, qui gère un fonds durable, responsable, éthique, vert, il y a plein d'appellations différentes, il se dit, tiens, dans ce portefeuille, je vais exclure un secteur, cette valeur, je ne la prends pas parce qu'il y en a une qui sur les critères environnement, sociaux, de gouvernance, fait mieux. Comment ça se passe, la tambouille derrière, entre guillemets? Ouais, alors les approches sont très variées. La plus simple, c'est juste l'exclusion sectorielle des secteurs donc, les plus controversés, le charbon, le tabac, l'armement. Donc voilà, ça c'est une approche très basique. Mais aujourd'hui, de plus en plus de fonds vont plus loin et donc vont vraiment intégrer certains facteurs. Il y a des fonds qui ont pour objectif d'avoir une performance sur le climat. Donc ici, ils vont sélectionner les entreprises soit qui ont directement un impact positif, par exemple parce qu'elles sont acteurs dans l'efficacité énergétique, dans les énergies renouvelables. Voilà, parce qu'elles font partie de la solution à travers leurs produits et services, ou parce qu'à travers leurs opérations, donc par exemple des aciéristes qui ont des activités assez polluantes, ils vont s'engager dans une transition durable et décarboner leurs activités. Bon, ce qui est sûr, c'est que ces fonds durables, ces fonds ESG, on le vend en poupe. C'est devenu, quand on regarde les flux, vraiment aujourd'hui une classe d'actifs, je ne dis pas incontournable, mais quasiment, parce que pendant longtemps on a dit « c'est une niche », etc. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Non, c'est plus le cas. En fait, dans le monde, l'ESG représente déjà 30 000 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en fait en dessous d'un quart des actifs sous gestion au niveau mondial. Mais c'est plus une niche là. Non, en Europe, c'est déjà plus du tiers. Et Bloomberg indique qu'à 2025, ça devrait aussi représenter un tiers des actifs mondiaux. Ça veut dire qu'en Europe, on sera encore plus loin. Donc, il y a de grandes chances que quand on vous propose des produits financiers, il y ait au moins un produit estampillé ESG. Ouais. Après, cette question, elle n'est pas nouvelle. Est-ce que ces placements ESG sont ou pas ou ne sont pas plus performants? Pour certains épargnants, c'est encore vu comme étant un frein. Et là, on se dit, voilà, est-ce qu'on a assez de recul maintenant? Est-ce qu'on est assez bien documenté? Est-ce que c'est bien étayé, cette surperformance ou pas des fonds ESG? En lien aussi avec la prise de risque. Est-ce qu'ils sont plus risqués, moins risqués? Parce qu'il faut voir les deux, évidemment. Bien sûr. Donc chez Tikehau Capital, on a des stratégies de conviction assez concentrées. Donc on ne fait pas nos études nous-mêmes parce qu'on aurait en fait un échantillon trop restreint. Non, que dit la littérature. Hein. Voilà, et donc on regarde la littérature. Et là, une étude très intéressante du Centre pour la finance durable de NYU Stern qui est parue en février 2021 et qui note, en fait c'est une étude qui est une méta-analyse en fait, qui se base elle-même sur, ils ont décortiqué environ 1000 études qui sont parues entre 2015 et 2020. Donc c'est exhaustif. Voilà, donc c'est assez poussé. Et donc 3 conclusions. Clairement, l'ESG surperforme sur le long terme. Attention, ça c'est quand même important, c'est sur le long terme. Donc les fonds ESG, enfin les produits ESG vont surperformer en temps de crise.
Deuxième... De combien? On a le chiffre? Ça surperforme quoi? De 0,1, un pouillème ou 1% par an? La difficulté, c'est que ça dépend des classes d'actifs. Mais en 2008 et là, pendant la crise du Covid, les produits ESG sont revenus à leur niveau d'avant-crise plus rapidement que le fonds ou les indices de base non ESG. Ouais. Voilà. Donc en temps de crise, ça protège mieux. Et encore une fois, sur longue période, la surperformance par an, on a pu la calculer? Donc oui. Notamment en actions? Oui, la plupart des études se concentrent sur les actions. Et donc clairement, une surperformance, en fait, dans 60% des cas, il y a plus d'alpha ou le même alpha en allant sur les stratégies ESG. Ouais. Donc ça, c'est ce que révèle cette étude. Ouais, 60% des cas. Et niveau risque, niveau volatilité, parce que qui dit plus de performance dit aussi souvent prise de risque plus importante. C'est le cas, c'est pas le cas? Non, alors c'est pas le cas. Les entreprises en fait qui sont plutôt matures en ESG sont plutôt à être moins volatiles. Voilà. Ouais. Et quelles sont les stratégies qui payent le plus? Est-ce que, encore une fois, les stratégies d'exclusion, le meilleur de la classe, il y a des stratégies, encore une fois, ESG qui fonctionnent mieux que d'autres? Oui, alors cette étude révèle aussi que la stratégie de simple exclusion performe moins bien que la stratégie d'intégration ESG. Donc l'intégration ESG, c'est encore une fois le fait de prendre en compte ces critères, de faire des scorings et d'aller chercher les bons élèves. Soit les bons élèves, soit ceux qui progressent. Même dans les secteurs polluants, se dire voilà ceux qui sont en transformation, ceux qui font des efforts pour émettre moins de carbone notamment. Oui, donc par exemple Total fait partie de certains indices ESG parce que dans son secteur, il accélère plus vite que d'autres. Notamment que les pétroliers américains. Voilà, exactement. Mais là-dessus, les approches sont très variables. Nous, on a une approche maison où c'est vraiment en fait les gérants qui font l'analyse financière qui ajoutent le filtre extra-financier parce qu'on pense qu'il faut combiner les deux, être très sélectif et que le fait d'intégrer, parce que en fait les gérants, eux, ils vont au contact des équipes de management, ils vont sur des roadshows, ils vont participer à des calls. Et donc, c'est très important que ce soit eux qui forgent à la fois, qui intègrent le financier et l'extra-financier. Pendant longtemps, tous ces placements ESG étaient plutôt destinés, utilisés par ce qu'on appelle des institutionnels, des investisseurs professionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment pour le particulier une brique qu'on doit avoir dans le cadre d'un portefeuille? Alors en France, la loi Pacte impose aux compagnies d'assurance de proposer au moins un produit ESG, donc de toute façon, on va en proposer de plus en plus aux particuliers. Et pour moi, en fait, si chacun à son niveau essaie d'avancer et de contribuer à une lutte contre le réchauffement climatique, on n'a que 3000 jours pour agir, il faut utiliser tous les pans possibles et la finance, évidemment, a un rôle d'accélérateur majeur, donc aller sur des fonds ESG, pour moi, c'est à la fois performant et c'est aussi donner du sens. Voilà, donner du sens à son investissement. Ouais. Après, tout le monde finit là-dessus, Laure, mais tout le monde aujourd'hui se réclame ESG et tous les fonds nous disent on est vert, on lave plus vert que vert, on est estampillé environnement, social, gouvernance. Là, encore une fois, tout le monde se veut placement durable, mais pas tout le monde ne l'est en réalité. Et c'est la difficulté pour le particulier, pour l'épargnant qui nous regarde, de se dire lequel je choisis, quels sont les bons et les moins bons élèves, un peu comme dans les... Oui, là-dessus, moi j'invite à regarder le top 10 des constituants du fonds, parce que ça vous donne une bonne idée de ce qui a été mis derrière. Donc par exemple, si vous avez un fonds bas carbone qui investit principalement dans des financières et dans des boîtes tech, ça veut dire que derrière, il n'y a pas énormément d'efforts qui sont faits puisque ces activités sont par essence déjà plus vertueuses puisqu'elles consomment moins de ressources et donc émettent moins de carbone. Ensuite, on a quand même un package de réglementation à la fois européen et aussi en France avec un régulateur, l'AMF, qui est quand même assez attentif sur la communication qui peut être faite sur le verre et qui est là, ces derniers mois, il y a eu vraiment en fait un tournant et du coup, je pense qu'on peut être plus à l'aise, aller sur des fonds qui sont estampillés impact vert parce qu'il y a eu ce travail du régulateur quand même pour faire la différence. On a reçu Robert Offel qui nous a dit sur Boursorama, oui, on est très vigilant aujourd'hui, quand un placement se dit vert, il a intérêt à l'être, sinon il sera rattrapé par la patrouille. Voilà ce qu'il nous a dit. Ouais, et c'est vrai qu'au moment de la production même des documents légaux, l'AMF a un vrai regard. Et nous, par exemple, sur nos fonds, nous a interrogés sur les méthodes de calcul par rapport au benchmark de la performance carbone qu'on souhaitait avoir. Donc c'est une revue, je trouve, qui est sérieuse. Voilà, merci Laure. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Valeurs ajoutées sur Boursorama.